Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mercredi 2 juillet. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, le président américain assure depuis hier qu'un cessez-le-feu est en train de se négocier entre Israël et Gaza. Il y a une semaine, il avait décrété un autre cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Israël qui serait prêt à se rapprocher de la Syrie. Est-ce qu'on est en train d'assister à une reconfiguration profonde de la région du Moyen-Orient? Analyse et décryptage de l'un des meilleurs connaisseurs, le professeur d'université Fabrice Balanche. Que s'est-il passé ce week-end à Mâcon? Une bagarre impliquant plus d'une soixantaine de personnes armées de machettes, barres de fer, pioches ou haches a fait un blessé grave et 6 blessés légers. Notre envoyé spécial Timothée Delem est sur place. Il sera tout à l'heure avec le maire de la ville, Jean-Patrick Courtois. Et pour terminer cette émission, eh bien, on parlera cinéma. C'est la fête du cinéma depuis dimanche. Olivier Delcroix du service culture nous dira si cette 40e édition est un succès. Et puis ce sera l'occasion de faire un bilan des succès et des bides du cinéma. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes professeur d'université à Lyon. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs du Moyen-Orient. Vous êtes spécialiste de la Syrie. Donald Trump a assuré hier sur son réseau social que Israël avait accepté les termes d'un cessez-le-feu de 60 jours avec Gaza. Il y avait des fuites déjà dans la presse israélienne hier d'un plan entre les Américains et Israéliens. De quoi s'agit-il? Que sait-on à l'heure au moment où on se parle, Fabrice Balanche? Oui, enfin, faut pas prendre non plus trop ses désirs pour des réalités. Trump est un peu enthousiaste. Effectivement, les Israéliens ont accepté ce cessez-le-feu de 60 jours à condition, évidemment, que les otages soient libérés, que ça débouche sur l'évacuation du Hamas de la bande de Gaza, en tout cas des dirigeants du Hamas qui trouveraient refuge au Qatar, ce qui permettrait de mieux les surveiller en les ayant sous la main. Alors il y a une initiative qatari, égyptienne pour installer une administration palestinienne garantie par les pays arabes sur la bande de Gaza. C'est pas tout à fait ce que voudrait Israël, mais en tout cas il est clair qu'on approche quand même du 7 octobre, de la date anniversaire du 7 octobre, et il faudrait tout de même, au bout de 2 ans de conflit, que tous les otages soient libérés. Il en reste 49 encore retenus à Gaza. Voilà. 27 ont été déclarés morts. Je rappelle qu'il y a eu 251 personnes enlevées. Ouais. Et ça, pour Netanyahou, il commence à avoir une forte pression de l'opinion publique, de la classe politique, pour enfin obtenir la libération des derniers otages, la restitution des corps. Et donc, pourquoi pas, si le Hamas accepte de jouer le jeu véritablement, Trump ayant prévenu que s'il ne libérait pas les otages, il subirait un déluge de feu. Et les États-Unis, Israël ont montré quand même leur hard power à l'égard de l'Iran, et ça peut faire jurisprudence à l'égard du Hamas. Que reste-t-il justement du Hamas ? Alors d'après le chef d'état-major israélien, le Hamas serait mort. On a vu d'ailleurs que lorsque Israël a attaqué l'Iran, ils n'ont réussi à tirer qu'une seule roquette sur Israël, donc ils n'ont plus les capacités de frapper Israël. Donc ils sont dans leur tunnel épars. Ils ont encore le moyen par contre de contrôler la population palestinienne. Il y a quelques manifestations anti-Hamas, mais qui sont vite réprimées par les combattants du Hamas, de capter l'aide humanitaire pour la revendre et garder leur contrôle sur la population, parce que ça évidemment, c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis qu'ils tiennent la bande de Gaza, c'est capter l'aide humanitaire pour clientéliser la population. Et donc d'où l'agence que Israël et les États-Unis ont créée pour éviter que ça passe entre les mains du Hamas, c'est vraiment leur couper l'herbe sous le pied.
Côté israélien, on l'a dit, les gains des frappes, et plus largement des frappes récentes, mais plus largement toutes les attaques qu'a menées Israël depuis finalement le 8 octobre. Je pense aussi à l'explosion des beepers, au Liban, les éliminations de personnalités de haut gradé. Ça met Israël dans une position de force totalement inédite dans le Proche-Orient à l'heure actuelle. Ah oui, c'est clair. Ils ont utilisé des moyens techniques qu'on ne soupçonnait pas à l'affaire des beepers. Les frappes israéliennes en Syrie ont quand même largement contribué au changement de régime en Syrie, puisque ça a obligé les 50 000 miliciens chiites qui soutenaient le régime de Bachar el-Assad, que ce soit le Hezbollah ou les milices chiites irakiennes, à rentrer chez elles, et le roi s'est retrouvé nu, permettant un changement de régime en Syrie. C'était quand même assez incroyable. Et puis, qui a surpris tout le monde en début décembre. Oui, alors la rapidité avec laquelle il s'est effondré, évidemment, ça a pu surprendre, mais c'était en cours. C'était très clair que ça allait se produire, mais c'est vrai que la rapidité de l'effondrement a pu surprendre. En tout cas, ensuite, le bombardement de l'Iran, enfin au début seul, puisque finalement les États-Unis ne sont intervenus qu'avec leurs méga-bombes pour frapper les sites d'enrichissement. Là aussi, c'est la première fois qu'Israël s'attaque de cette façon aux géants iraniens à 2000 km de ses bases. Donc c'est aussi une prouesse technique, neutralisant les proxys de l'Iran, puisque ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni les Houthis n'ont bougé. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils se manifestent, et il n'y a rien eu. Les Houthis avaient signé un cessez-le-feu avec Trump quelques semaines avant. Oui, mais ils auraient pu... Le fait que leur parrain soit attaqué, leur parrain qui les soutient depuis plus de 15 ans, la moindre des choses aurait été quand même de se montrer solidaire. Et là, ils n'ont pas bougé. Donc des gains militaires qu'il va falloir transformer en gains politiques. Est-ce que le règlement de la question palestinienne, ça reste le fondement, la base pour un avenir stable au Proche-Orient ? Alors, ça, c'est vrai que tant qu'on n'aura pas réglé cette question, ça sera quand même difficile pour l'ensemble des pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, d'avoir une normalisation complète avec Israël. Mais on a vu que pour les Émirats arabes unis, ça n'a pas empêché de signer les accords d'Abraham. Et si on compare par exemple aux années 90, les accords d'Oslo, après l'intervention américaine en Irak, on décide aussi de régler la question palestinienne. Et il y a le processus d'Oslo, la perspective d'avoir un État palestinien. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se retrouve dans à peu près dans le même processus. Le processus d'Oslo a échoué. Est-ce que celui-là échouera également? Mais avec évidemment des attentes beaucoup moindres par rapport au processus d'Oslo. Aujourd'hui, un État palestinien, il n'aura pas la même forme que celui qui était prévu dans les années 90. Mais c'est vrai que ça reste extrêmement important pour obtenir une normalisation avec les principales puissances de la région, dont l'Arabie Saoudite. Vous évoquiez les accords d'Abraham. On a appris aussi qu'Israël souhaite, dans le cadre de ces accords d'Abraham, se rapprocher du Liban et de la Syrie. La Syrie, dont le président par intérim est un ancien djihadiste. Un rapprochement est réellement possible? La Syrie actuelle n'est plus une menace pour Israël? Dans l'état où elle n'a pas beaucoup de menaces, effectivement. Elle n'a plus d'aviation, plus d'armée, plus de système anti-aérien, puisque les Israéliens, en décembre, ont éliminé toute cette infrastructure militaire syrienne. Elle est une menace parce qu'il y a des petits groupes qui approchent du Golan et qui lancent des roquettes régulièrement sur Israël. Donc, mais c'est des escarmouches. Pour moi, c'est pas sérieux. Parce que c'est un rapprochement complet aujourd'hui entre la Syrie et Israël. Parce qu'il y a quand même entre les deux le Golan. Et Israël a dit qu'il voulait un rapprochement, une relation normale avec la Syrie, mais à condition
qu'ils gardent le Golan. Le Golan n'est pas négociable. Tout au plus, ils restitueront les 400 km² supplémentaires qu'ils occupent depuis le mois de décembre, dont le mont Hermon. Sur le mont Hermon, il est prévu que ce soit des troupes américaines qui se déploient et une armée syrienne qui serait dans la zone démilitarisée pour empêcher des groupes plus radicaux de frapper Israël. Mais ça va être quand même extrêmement difficile pour le nouveau leader syrien de le faire accepter. Alors peut-être pas à la population parce qu'elle a d'autres soucis, mais en tout cas aux groupes djihadistes qui sont autour de lui. Abandonner le Golan à Israël pour Jolani, enfin Jolani, je l'appelle Jolani parce que c'était son nom de guerre, et le Jolani en arabe ça veut dire le Golanais. Pendant 20 ans, il s'est appelé le Golanais, et là, il restituerait... C'est son essence même. Hein. Oui, il abandonnerait le Golan à Israël. Inenvisageable. À quel prix? Est-ce qu'il veut 500 milliards, 1000 milliards de dollars pour reconstruire la Syrie en échange? Ça me semble quand même difficile à accepter pour les groupes radicaux qui le soutiennent et qui sont autour de lui. Alors la Syrie, où il y a eu des attentats, un attentat notamment commis contre une église, l'église Saint-Élie, c'était le 24 juin dernier, 25 morts. Les autorités ont pointé plutôt l'État islamique. Il y a un groupuscule qui s'est manifesté. Qui a frappé cette église? Alors c'est assez vague. Dans un premier temps, les autorités ont parlé même de membres de l'ancien régime qui auraient commis cet attentat. Après, bon, il s'est avéré que c'était un groupe qui s'appelle Sarayat Ansar Sharia, dont on ne sait pas s'il a une existence réelle ou si c'est une franchise de l'État islamique. Est-ce que les autorités étaient au courant qu'un attentat se préparait? C'est vraiment pas clair du tout. Cette église a été frappée dans le quartier de Douala, c'est au sud de Damas, dans la banlieue populaire. Parce que dans ce quartier, il y avait des missionnaires islamistes qui incitaient les chrétiens à se convertir à l'islam ces dernières semaines. Et les gens du quartier ont fini par les chasser. Et donc la justification de l'attentat, c'est justement qu'ils aient chassé les missionnaires islamistes. Et c'est pour ça que cette église a particulièrement été frappée. Elle a été aussi frappée parce que contrairement aux églises qui se trouvent dans le centre de Damas, elle n'était pas protégée. Elle n'était pas protégée. Qu'est-ce que ça dit de la Syrie d'aujourd'hui? C'est que le président syrien, il y a beaucoup de minorités en Syrie, les chrétiens, les Kurdes, les Druzes, les Alaouites, qui ont aussi été attaqués. Qu'est-ce que ça dit de la Syrie? Il tient pas le pays, le président par intérim? C'est-à-dire que ce président par intérim, il a une face tolérante, moderne, celle qui présente à l'Occident, rassurante, qui présente à l'Occident pour obtenir la levée des sanctions. Alors il a tout fait quand même ces derniers mois pour empêcher qu'on touche aux chrétiens, parce qu'il savait que c'était une ligne rouge pour les Européens, pour les Américains, dans le cadre de la levée des sanctions. Maintenant que les sanctions sont levées ou en train d'être levées, finalement, il a moins besoin aujourd'hui de montrer ce visage tolérant. Mais il faut voir qu'il y a le pouvoir, et puis il y a aussi, comme je le disais, tous ces groupes radicaux qui sont autour de lui, toute une atmosphère au sein d'une partie de la population sunnite syrienne qui s'est radicalisée et qui ne supporte pas la présence des minorités, que ce soit les chrétiens et encore pire, les alaouites, les chiites, qui ont été massacrés au mois de mars et qui conduit aujourd'hui à des milliers de départs vers le Liban, vers l'Irak, où ils peuvent, parce qu'aujourd'hui tout jeune alaouite peut être assassiné juste du fait de sa religion. Et vous avez des femmes alaouites qui sont régulièrement enlevées, mariées de force, restituées contre rançon, et si les gens protestent, eh bien on les accuse d'être une réminiscence de l'ancien régime, et c'est la répression. Donc il y a un climat de peur chez les minorités qui sont stigmatisées
par leur appartenance religieuse différente de l'islam sunnite dominant aujourd'hui en Syrie. Est-ce que l'Occident, l'Europe, les États-Unis, est-ce que dans les États commencent un peu à douter de la capacité de ce président par intérim à tenir ses promesses? Alors hier, j'étais au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Justement, on avait une session sur la question des minorités en Syrie. Et il y avait une affluence inhabituelle lors de cette session, notamment de beaucoup de pays membres, beaucoup de pays européens qui étaient là, pour avoir justement des informations, parce qu'on commence à se poser beaucoup de questions justement sur la capacité et la sincérité surtout de Al-Shara de faire d'avoir une Syrie inclusive, protectrice des minorités, parce qu'on s'aperçoit qu'il va plutôt vers une république islamique dure et un processus d'épuration ethnique à l'égard des malpensants, dont les minorités. Alors, on a évoqué les massacres, les menaces sur les chrétiens, les alaouites, mais vous parlez d'un président par intérim qui va vers un régime islamiste dur. Quels sont les signes concrets Alors, les signes concrets, déjà, aujourd'hui sur les plages en Syrie, pour les femmes, le burkini est obligatoire. Les hommes n'ont pas le droit de se balader en short. Il n'y a plus d'alcool dans les bars, dans les cafés, peut-être encore un petit peu dans les hôtels 5 étoiles pour rassurer les journalistes occidentaux ou les diplomates occidentaux. Vous avez surtout partout dans les administrations un comité de la charia tenu par un cheikh qui valide toutes les décisions. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sortent du gouvernement ou qui sortent des administrations locales doivent être validées par un cheikh qui va dire si elles sont halal ou haram, c'est-à-dire licites ou illicites par rapport à la charia. Et ça, c'est vraiment une manifestation. Donc c'est un maillage, en fait. Un maillage du territoire. Du territoire sous régime, sous la loi islamiste. C'est ça. C'est un président qu'on appelle un président par intérim. Ça sous-entend qu'il pourrait... On en est où du processus des élections, Fabrice Balanche? Oui, alors bon, il a annoncé des élections à horizon 5 ans, ainsi qu'une réelle constitution à horizon 5 ans, ce qui va lui laisser évidemment tout loisir pour contrôler le pays. Sa priorité, c'est constituer une armée puissante qui soit à sa dévotion, supprimer toute forme d'autonomie locale. Donc là, il a voulu s'attaquer aux Druzes, mais les Israéliens protègent les Druzes, donc il n'a pas pu s'emparer du Djebel Druze. Ramener les Kurdes dans le giron de Damas, il espère que les Américains partent pour pouvoir mettre la main aussi sur cette région. Bon, il a déjà réussi plus ou moins à unifier le camp sunnite. Et une fois qu'il a cette force de répression à sa disposition, eh bien, il peut supprimer toute opposition. Les gens commencent de nouveau à avoir peur en Syrie. Ils n'ont plus le droit ils ne veulent plus s'exprimer. Hier, au comité, on avait prévu de faire venir des Syriens pour qu'ils parlent donc des Syriens qui sont en Europe et qui auraient pu s'exprimer. On a demandé à 8 personnes différentes de venir. Tous ont refusé en disant non, je ne veux pas parler parce que j'ai peur pour ma famille qui est en Syrie. Peur des représailles. Voilà. Peur des représailles. Un président par intérim qui installe son pouvoir, mais qui est fragilisé en interne par... Qui est fragilisé en interne parce que, bon, déjà, il y a des groupes qui sont plus radicaux que lui. Oui. Et puis ensuite, vous avez une situation structurelle, économique de la Syrie qui ne va pas se résoudre en un jour et parce qu'on a levé les sanctions. Aujourd'hui, vous avez par exemple une sécheresse en Syrie. La sécheresse, c'est des cycles qui durent 4-5 ans en général. C'est la catastrophe. Vous avez des infrastructures qui sont à plat et vous avez un régime qui est aujourd'hui incapable de les remettre sur pied. Ils n'ont pas de vision économique. Les frontières sont complètement ouvertes. Donc c'est le règne de l'économie informelle. L'industrie syrienne ne redémarre pas. Et tout ça, ça vous crée évidemment des tensions énormes. Alors pour l'instant, ils dirigent la colère contre les minorités. Qui font figure de bouc émissaire. Si les chrétiens partent, les alaouites partent, il y aura des terres, des appartements à redistribuer à sa base sociale, ça permettra de les contenter provisoirement. Parce qu'il faudrait vraiment des centaines de milliards pour remettre la Syrie sur les rails, et puis
pas seulement de l'argent, mais aussi des compétences, parce que la corruption est en train de revenir évidemment en force dans ce système, et beaucoup de gens se disent bon bah finalement voilà, c'est une asabia alaouite qui a été remplacée par une asabia, c'est-à-dire un clan, mais qui se glisse dans les habits du précédent. Merci Fabrice Balange pour votre analyse et votre décryptage. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les leçons de la crise syrienne, qui a reçu l'année dernière le prix le prix du livre de géopolitique. Merci d'avoir été avec nous, Fabrice Balanche. On part maintenant à Mâcon, en Saône-et-Loire. Mâcon qui, ce week-end, a été le théâtre d'affrontements entre bandes. Ce n'est pas la première fois. Timothée Delem, vous êtes sur place. À vos côtés, le maire de la ville, Jean-Patrick Courtois. Ah oui, tout à fait, Anne-Emmanuel, avec monsieur le maire. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que des scènes de violence comme ça sont à constater ici dans la ville de Mâcon. Ça a été le cas ce week-end, avec ici même des tirs de mortier qui ont été échangés ici dans ce quartier sensible de Marbais. On va y revenir. Il y a également eu les émeutes, bien sûr, il y a 2 ans, au mois de janvier également, situation très tendue. Monsieur le maire, bonjour, merci d'être avec nous. On va revenir sur ce qui s'est passé très précisément ce week-end, mais un mot d'abord, parce que c'est vrai que vous êtes un maire particulièrement engagé dans la sécurité de vos administrés, dans la lutte également contre le narcotrafic, dans la reconstruction également des bâtiments, notamment suite aux émeutes il y a 2 ans. Et là, une nouvelle fois, des tirs de mortier, des échanges avec des objets métalliques, avec des armes blanches. 60 à 80 personnes qui se sont affrontées ici dans les rues de Mâcon. Quel est votre sentiment après ce qui s'est passé une nouvelle fois ce week-end ? Il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. Entre ce qui est arrivé au mois de janvier, ce qui est arrivé il y a 2 ans et ce qui est arrivé le week-end dernier, les choses sont totalement différentes. Ce qui est arrivé le week-end dernier, c'est une rixe qui a mal tourné. Une rixe sous fond d'alcool, mais une rixe qui n'a rien à voir avec les problèmes communautaires et qui n'a rien à voir directement avec le problème de la drogue. C'est une rixe qui a commencé dans une rue de Mâcon, où des gens qui étaient déjà fortement alcoolisés sont allés acheter dans une épicerie de nuit encore de l'alcool. Ils ont rencontré d'autres personnes, le ton est monté, des échanges de coups. Puis après, chacun est rentré dans son quartier, et comble de malchance, les gens habitent le même quartier. Donc ils se sont retrouvés et la rixe a reparti avec effectivement une bagarre extrêmement grave dans laquelle est intervenu 6 policiers d'abord et puis après d'autres policiers qui sont arrivés, d'autres en renfort, soit de la gendarmerie, soit de Chalon-sur-Saône. Les 6 policiers du commissariat de police de Mâcon ont été obligés un peu de reculer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et à la fin de la bagarre, des blessés légers, mais un extrêmement blessé grave qui a dû être transporté par hélicoptère au CHU de Dijon. Et qui a donc été hospitalisé, qui est donc hospitalisé ces jours-ci. Je propose de continuer d'avancer dans ce quartier justement du Marbais, d'où est d'ailleurs originaire la personne qui se trouve dans un état grave, effectivement. Vous le disiez, un règlement de compte, effectivement, une rixe qui a mal tourné, c'est vrai, mais une rixe qui a quand même concerné 60 à 80 personnes avec encore une fois des barres métalliques, des armes en fer, pas d'armes à feu, mais des armes blanches. C'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce possible aujourd'hui ? Comment se fait-il une nouvelle fois que une telle violence puisse comme ça s'exprimer dans une ville qui est quand même censée être plutôt calme ? Vous savez, 60-80 personnes avec les réseaux sociaux, c'est relativement facile à partir du moment où ça appartenait à ces réseaux, relativement facile de rameuter la bande. Il suffit de balancer un message sur des réseaux sociaux avec des codes qu'ils ont, et ils se retrouvent nombreux. Où vous avez parfaitement raison, c'est de voir que l'évolution de notre société tourne très mal, puisque maintenant on voit tout de suite sortir des couteaux, des barres de fer et autres. Par contre, je voudrais bien infirmer une information qui n'est absolument pas vraie, il n'y a pas eu de coup de feu. Absolument, et c'est d'ailleurs ce que je précisais à l'instant, pas de coup de feu, mais quand même des armes blanches, et puis donc ces renforts de policiers qui ont été tout de suite dépêchés sur place. Là aussi, un mot sur cette réaction, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a pu être suffisamment forte ? Vous avez appelé au soutien de l'État, vous avez je crois d'ailleurs échangé avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Aujourd'hui la situation semble revenir au calme. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui dans ce quartier de Marbais, avec des tirs de mortier qui ont été échangés ici il y a seulement quelques jours. A priori, la situation est revenue à la normale. Oui, la situation est revenue à la normale, et je remercie le ministre de l'Intérieur, le préfet de Saône-et-Loire qui a fait les demandes. On nous a envoyé des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre, qui sont là depuis avant-hier soir, qui ont été là hier soir, qui, je crois, seront encore là ce soir. Et ça permet 2 avantages. D'une part, ça montre aux délinquants qu'ils ne pourront pas prendre possession de la ville. Et puis ça réconforte l'habitant de Mâcon qui voit qu'effectivement l'ordre républicain doit être rétabli et que la République est partout chez elle. Ça, c'était extrêmement positif.
Et je pense que là, les choses vont se calmer. Mais c'était avec les températures, j'allais dire, sans faire de mauvais jeu de mots, un coup de chaud avec l'alcool et un coup de chaud de la chaleur. Mais c'est vrai, monsieur le maire, que quand on discute, et c'était le cas ce matin, nous avons pu rencontrer certains habitants du quartier qui nous disent effectivement, on se sent plus en sécurité lorsque ces renforts sont déployés ici, notamment dans ce quartier de Marbais. Mais en fait, on se dit, oui, mais c'est jusqu'à la prochaine fois, c'est jusqu'à ce que ça recommence. Que leur dites-vous justement à vos administrés ? Vous savez, quand il y a eu un déplacement de force de l'ordre important comme on a maintenant, le calme va être là pendant quelques semaines ou quelques mois. Parce qu'il faut bien voir que ce n'est pas que du maintien de l'ordre, il y a du contrôle d'identité, il y a le contrôle de papier, des voitures, il y a un certain nombre de choses. Donc il y a des gens qui se rendent compte qu'il s'est passé des choses. Donc celui qui, dans sa tête, sait qu'il a fait un acte délictueux, il va quand même faire attention que son nom ne revienne pas dans les 8, 15 jours, 3 semaines ou 2 mois qui viennent. Donc je pense que ceux qui ont peur que dès que les forces de l'ordre seront parties, ça recommence, je pense que la probabilité est relativement faible. Je pense qu'au contraire, le montrer que nous ne céderons pas, que l'État ne cédera pas, est un très très beau message, à l'encontre des délinquants qui vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas diriger la ville et qui ne peuvent pas faire leur chose. Et puis je vous dis, la grande partie de la population qui est au contraire très heureuse de voir ça. Et vous êtes déterminé, on le voit, mais c'est vrai que certains autres élus, certains de vos confrères, des élus locaux, lorsqu'on discute avec eux, il y a une colère, évidemment, c'est votre cas ce matin, mais certains disent il y a même du dépit, voire un peu de désespoir, de se dire mais en fait on n'y arrive plus, il y a vraiment cette violence exacerbée qui s'exprime dans les quartiers. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, parfois, vous anime, vous vous dites on n'y arrive pas vraiment, la situation devient par moments complètement hors de contrôle? Désespoir pas, l'incompréhension oui, incompréhension parce que lorsqu'on voit les émeutes que j'ai eues il y a 2 ans et au mois de janvier, qu'on a financé des investissements dans les quartiers, qu'on a financé des très beaux investissements à destination des jeunes et des plus jeunes, de les voir attaquer dans une nuit, voire mettre le feu dans une nuit, sur le coup, ça nous fait pas plaisir. Mais je ne suis pas un homme à baisser les bras et j'ai dit de toute façon qu'on irait jusqu'au bout, que le combat pour moi continuerait. Et donc ce qui s'est passé, ils le savent, et je crois que la population a apprécié lorsque je suis passé sur des chaînes de télévision où j'ai fait savoir que nous ne céderions pas, que le préfet de Seine-et-Marne ne céderait pas, que le ministère de l'Intérieur ne céderait pas. Je peux vous dire que ça a apporté un réconfort à toute la population. Et à titre personnel, je ne céderai pas parce que je ne veux pas du tout que force ne reste pas à la loi. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse montrer que la République, pour moi qui suis un vieux gaulliste, ça a quelque chose, ça a une signification, et que cette République, elle doit être partout chez elle. Quels sont justement, monsieur le maire, vos leviers d'action en tant qu'élu local, élu de terrain, engagé encore une fois dans cette question? On va revenir notamment sur la question du narcotrafic parce que là aussi, c'est une thématique qui malheureusement touche également Mâcon. Quels sont vos leviers d'action? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui justement pour garantir la sécurité de vos administrés? Si vous voulez, il y a un certain nombre d'actions et des actions à long terme, des actions à court terme. À long terme, on a procédé beaucoup à la réhabilitation de ce qu'on appelle les plans Andru, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et dans ce quartier-là, vous voyez cette magnifique coulée verte que l'on a faite et sur laquelle les gens se promènent. Donc ça, c'est l'action à long terme de faire qu'on vive mieux dans ces quartiers. La deuxième chose, c'est l'action éducative, avec des écoles rénovées, avec du temps après l'école. Et justement, un des bâtiments qui a été brûlé est un des bâtiments qui sert au temps après l'école, pour apprendre aux jeunes qui ont plus de difficultés à pouvoir se remettre à niveau. Et on le fait de manière très bien, puis occuper les jeunes. Ça, c'est l'action à long terme. Et à court terme, c'est d'avoir du maintien de l'ordre. Et dans le cadre du maintien de l'ordre que je peux faire, c'est bien sûr avoir une police municipale la journée, pas la nuit, pas armée. Pour moi, je suis absolument contre cela. Une police municipale et surtout un réseau de caméras. Et aujourd'hui, et ça nous a beaucoup servi ce week-end, ça nous a beaucoup servi sur d'autres faits délictueux qui ont eu lieu. Il y a eu un jour un vol, on a pu arrêter, et Madame le procureur le dit elle-même, il y a beaucoup d'affaires qui ont été réglées par suite de l'installation des caméras, avec un circuit dans la ville, un circuit de caméras qui marche très très bien. Certains se posent la question, certains se disent en réalité aujourd'hui, les autorités n'ont pas les moyens d'assurer notre sécurité. On voit bien que là, vous avez eu besoin de renforts ce week-end. Ils vous ont été accordés notamment par Bruno Retailleau en personne, c'est ce que vous nous disiez. Mais est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui, sur le long terme, quand on pense aux prochaines semaines, aux prochains mois, aux prochaines années même, justement, pour faire en sorte que le calme puisse être garanti dans Mâcon et en particulier dans les quartiers sensibles? Chacun a son rôle. Un maire n'est pas un procureur de la République, un maire n'est pas un préfet. Un maire, il est là pour administrer sa ville. Donc avec les moyens qui lui sont donnés, la politique qu'il peut mettre dans sa ville, il a des moyens. Après le reste, le maintien de l'ordre, les résolutions d'un certain nombre d'affaires judiciaires, c'est le problème du parquet, c'est le problème du préfet. Le maire peut y être associé, mais ce n'est pas son rôle direct. Je crois qu'il faut que chacun reste à sa place si on veut que les choses se passent bien. Mais c'est vrai que vous êtes quand même en contact direct avec les Mâconnais, certains qui viennent vous voir et qui vous disent « Monsieur le maire, faites quelque chose ». Bien sûr, et c'est mon rôle moi aussi d'être intermédiaire avec le préfet. Il ne faut pas oublier qu'un maire est un agent de l'État. C'est-à-dire sa propre vocation, c'est pour ça qu'on célèbre les mariages.
Donc en tant qu'agent de l'État, mon rôle, et lorsque j'apprends un certain nombre de choses, c'est de les communiquer au préfet immédiatement, ou si c'est délictueux, directement au procureur de la République. Et après au préfet, qui lui représente l'État dans le département de Saône-et-Loire, avec son secrétaire général, de mettre en œuvre les moyens, et notamment demander des moyens en renfort de police s'il y a besoin. Mais je crois qu'il ne faut pas jouer au Dalton et que le maire soit le shérif du saut. C'est pas vrai. On a chacun notre rôle. Moi, j'ai mon rôle de maire et je souhaite l'exécuter et le réaliser jusqu'au bout. Plusieurs interpellations ont été réalisées ces derniers jours suite à ce qui s'est passé ce week-end. La sanction, selon vous, elle doit être la plus sévère possible? Alors, moi, je suis très très prudent sur tout ça. Il y a une enquête judiciaire. Seule Madame le procureur et puis le juge d'instruction, lorsqu'il sera nommé, sont en droit d'en connaître avec les avocats des parties. Il faut laisser faire l'instruction, et après, en fonction de ce qui sera réellement prouvé, parce qu'on n'est pas là pour rendre une justice sur l'émotion. Non, mais c'est vrai qu'on parle quand même de machettes, d'armes métalliques. Vous avez sûrement un avis quand même sur la question. Tout dépend qui était à la machette, comment ça s'est passé et tout. Seule l'instruction le dira. Une fois que les gens seront soumis au verdict du tribunal, correctionnel ou cour d'assises, après tout, pourquoi pas. Et on verra si la sanction correspond à ce qui est réellement reproché. Il faut se méfier, on n'est pas dans une justice expéditive. Je vous dis, je suis un vieux gaulliste et je dis toujours qu'il faut qu'on est dans un état de droit. Il faut donc laisser le droit s'établir. Il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, seuls les magistrats en ont connaissance, ils vont faire leur travail. Le jour où ils estimeront avoir assez de preuves, ils transmettront au palais de justice leur réquisitoire et des gens seront amenés à rendre des comptes et ils seront condamnés. À ce moment-là, une fois que j'aurai vu le réquisitoire, je vous dirai si je trouve que la peine correspond. Mais aujourd'hui, j'en sais rien, je ne sais même pas quelles sont les instructions qui sont ouvertes, ni les délits qui sont reprochés. Est-ce que vous appelez malgré tout à une certaine sévérité dans le cas de certains actes? Je pense notamment à ces 2 ou 3 agents de police ici qui ont été touchés, blessés à la suite de ces affrontements. Mais que les gens qui ont fait ces actes soient condamnés, oui, bien sûr, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire qu'il faut les acquitter, mais il faut qu'ils soient condamnés en fonction de ce qu'ils ont réellement fait, de ce qu'on peut réellement prouver. Ce que je ne veux pas, c'est tomber dans la vindicte populaire. Et je l'ai vu, par exemple, le lendemain où on a eu des incidents ici à Mâcon. Le lendemain, tout le monde expliquait qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. J'ai dit, il faut raison garder. On s'est aperçu que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il faut donc que les choses se passent, le temps de la justice, il est ce qu'il est, mais il arrivera un moment où la justice dira on va déférer devant le tribunal telle ou telle personne pour tel ou tel fait. Alors après, et je répondrai à ce moment-là à votre question, je souhaite que la sanction soit à la hauteur des faits qui seront réellement établis. Alors, il y a un autre fléau également, même si ce n'est pas le cas a priori, et l'enquête le dira, sur ce qui s'est passé précisément ce week-end, mais ce sont des tensions sur le fond de narcotrafic. Et là aussi, vous êtes touché à Mâcon. Vous êtes évidemment loin d'être la seule commune à être touchée par cela. C'est difficile aujourd'hui, quand on est maire, de pouvoir mettre en place une politique efficace de lutte contre le narcotrafic. Alors d'abord, je reprends vos propos parce qu'ils sont très vrais et je tiens bien que les choses soient claires. Le problème du week-end dernier n'a a priori rien à voir avec le narcotrafic. L'enquête, en tout cas, viendra le préciser. Pas, mais en gros, de ce qu'on sait à la date d'aujourd'hui, c'est une rixe sous fond d'alcool. Mais il y a eu, par le passé, certains affrontements, notamment au mois de janvier dernier, à Mâcon, dans certains quartiers, notamment au Saugeret, à quelques kilomètres d'ici, quartier là aussi, quartier sensible. Et là, pour le coup, eh bien, il était question de narcotrafic. Comment se fait-il que l'on ne parvienne pas aujourd'hui à mettre en place une politique efficace? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Tout à fait d'accord. Je voulais faire la différence avec ce week-end. Donc la dernière fois, effectivement, il y a une base narcotrafic. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement la lutte de l'État contre les narcotrafiquants avec des enquêtes très longues. Moi, je suis partisan et je soutiens celles et ceux et les parlementaires qui soutiennent cette idée de verbaliser et de taxer très fortement les consommateurs. Si on casse la consommation, automatiquement, l'offre disparaîtra d'elle-même. La casser, non pas forcément en peine d'argent, en mettant une amende, parce que vous avez soit des gens qui n'ont pas d'argent, donc le fait de leur mettre une peine d'argent, ça ne sert strictement à rien, parce qu'ils ne la paieront jamais. Puis pour ceux qui ont beaucoup d'argent et qui en profitent, ça les touche pratiquement pas. Moi, je serais tout à fait favorable à ce qu'on mette des peines annexes. Par exemple, on sait que tel monsieur ou telle madame qui fume de la drogue est passionné de voiture, a une très grosse voiture, de lui confisquer sa voiture, de lui confisquer son permis de conduire. Ça le touchera beaucoup plus que de lui mettre 150 € d'amende. À l'inverse, vous pouvez être, par exemple, quelqu'un passionné de la pêche ou de la chasse pour vous retirer votre permis de pêche ou votre permis de chasse. De manière à ce que ceux qui sont les consommateurs, lorsqu'ils sont pris, aient vraiment une sanction qui les affecte. Ça veut dire que pour bien suivre ce que vous dites, monsieur le maire, vous en appelez à l'État, vous en appelez aux parlementaires, vous pensez qu'il faut durcir la loi sur la question du narcotrafic? Durcir, puis la compléter. Je reviens à une chose. Vous êtes pris demain à acheter de la drogue dans un quartier. Vous avez beaucoup d'argent. On vous met une amende, 150 €. Ça ne vous fera pas plaisir de payer 150 €. Mais certaines personnes en auront une affiche et recommenceront le lendemain. Par contre, si on sait
que vous êtes un adepte de la voiture ou de telle chose, et qu'on touche directement ce en quoi vous êtes adepte. Ça va vous concerner directement. Et puis il y a d'autres peines annexes, par exemple que d'obliger les gens à aller voir dans un hôpital, à aller voir dans un lit psychiatrique, comment sont les gens qui ont trop fumé, qui ont trop été piqués, ainsi de suite. De faire ces peines annexes pour que les gens soient vraiment concernés de ce qu'ils font pour eux-mêmes, mais surtout pour autrui. Expliquer notamment à ceux qui consomment combien ça touche les enfants dans les quartiers, et ça sera des heures à prendre dans des instituts de réhabilitation, ainsi de suite. Et que vous soyez riche ou pauvre, vous seriez tenu de faire ces heures. Si vous ne les faites pas, prison. Alors, on entend ces mesures que vous appelez de vos voeux. Il y a déjà un arsenal législatif qui existe pour faire face à ce fléau, en particulier celui du trafic de drogue. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'en tant que maire, en tant qu'élu local, vous avez les moyens, suffisamment de moyens à votre disposition justement pour mettre en place une politique qui soit efficace ? Ce n'est pas à nous, c'est pas aux maires à le faire, encore une fois. Tout ce que je viens de vous dire, c'est un problème de l'État. Alors il faudra demander aux magistrats qui sont chargés, à qui je fais confiance, de voir si l'arsenal leur permet de faire ma proposition. Si l'arsenal suffit, il ne faut pas faire de loi. C'est pas peine de faire une loi supplémentaire pour faire semblant de faire croire qu'on règle un problème. Soit la loi n'est pas suffisante et on trouve que mes idées sont bonnes, à ce moment-là, il faut effectivement faire une loi sur mes idées. Mais il faut faire confiance à la justice, il faut faire confiance aux autorités de l'État pour régler ce problème qui leur appartient. Un maire, quel qu'il soit, moi j'ai 35 000 habitants, je n'ai pas des pouvoirs d'investigation, et heureusement d'ailleurs, je n'ai pas de pouvoir pour régler tous ces problèmes avec l'enfance et ainsi de suite. Il faut que ce soit le problème de l'État. Mais vous entendez ce que disent là aussi certains responsables, que ce soit dans le gouvernement ou ailleurs, dans les différents gouvernements successifs, qui disent aussi, attendez, il ne faut pas tout attendre de l'État, les élus locaux ont eux aussi des leviers d'action. Que leur répondez-vous ? Non mais je suis d'accord, il ne faut pas tout attendre de l'État. Je suis un grand libéral à ce niveau-là et je suis favorable à la décentralisation. Je dis bien, mais quand on dit qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, il faut que l'État remplisse son rôle dans le domaine régalien. Et ça, ce domaine-là précis de la lutte contre la drogue, c'est le domaine régalien de l'État. Vous considérez que ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui ? Non, parce qu'il veut s'occuper de trop de choses. En revanche, je vous rejoins, il y a des attributions qu'a l'État dans d'autres domaines, dans le sport, dans la culture, où il pourrait très bien s'en débarrasser, le confier aux collectivités locales. Et ça, effectivement, là, ça serait notre rôle. Alors, il y a une autre question, et là aussi, d'ailleurs, le rôle de l'État là-dedans est à souligner dans cette question, celle du coût des reconstructions. Parce que là aussi, nous discutions ce matin avec des habitants de Mâcon qui disaient, et là je pense particulièrement à ce qui s'est passé il y a 2 ans avec les émeutes suite à l'affaire Naël, au décès de ce jeune Naël, et bien des bâtiments communaux qui ont été détruits, notamment un centre d'aide aux devoirs. Dites-nous, où en sont les reconstructions ? Certains disent ici, c'est pas à nous qui travaillons, qui sommes des administrés certes de la commune, c'est pas à nous de financer ces réparations. Ça, ils ont parfaitement raison. Alors voilà quelle est la situation. Lorsqu'on a eu les premiers dégâts, très très importants, les polices d'assurance ont été résiliées. Après interventions diverses et variées, une compagnie d'assurance a fini par assurer la ville de Mâcon. 2 conséquences. La première, la prime d'assurance, elle est passée de 70 000 euros à 480 000 euros. Donc déjà, le premier dégât, c'est de me faire payer une prime d'assurance annuelle de 70 à 480, c'est-à-dire 410 000 euros de plus. Et deuxième conséquence, qui est beaucoup plus embêtante, la franchise en cas de sinistre est passée à 2 millions d'euros par sinistre. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, à la date où on parle, je suis légalement assuré, j'ai une police d'assurance avec 2 millions. Mais en revanche, si cette nuit, dans les nuits qui viennent, il y a des dégâts, je suis réellement financièrement pas assuré, puisqu'il faut dépasser 2 millions pour avoir une partie d'assurance au-dessus de 2 millions, ce qui veut dire que la ville aura 2 millions. Il est évident que je n'ai pas les moyens financiers d'une ville comme Mâcon d'assurer ce financement-là. Là, par exemple, dans le cas de cet espace communal d'aide aux devoirs, donc, qui a été incendié, totalement dégradé il y a 2 ans, qui n'a toujours pas pu malheureusement être rénové, notamment justement pour des questions de coûts. Concrètement, comment allez-vous faire, monsieur le maire ? Justement, l'État m'a promis de m'aider et le département m'a promis de m'aider. Donc comme là, le total des dégâts s'élève autour entre 800 000 et 1 million. Si effectivement, et je sais que le président du conseil départemental va m'aider financièrement, si l'État m'aide, cette fois, je pourrais prendre sur le budget municipal le solde. Il faut savoir une chose quand même, c'est que l'argent que je le prends ailleurs. Ce n'est pas de l'argent que j'invente ou que je photocopie. Ça veut donc dire que c'est des travaux qui étaient prévus pour d'autres choses qui ne se feront pas. Il faut quand même voir la conséquence. Mais c'est des travaux qui se limitent à 800 000 ou 1 million. Imaginez qu'on ait les dégâts d'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, la ville de Mâcon ne pourrait pas intervenir seul, ce qui veut dire que ces équipements ne seraient pas reconstruits. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là si vous deviez intervenir justement, parce que ça peut arriver aussi sur des bâtiments de services publics, sur des hôpitaux par exemple, sur des écoles qu'il faut reconstruire. Comment feriez-vous ? Si, alors l'hôpital, ce ne serait pas de mon problème, mais sur le plan de l'école, ce serait de mon problème. L'école, c'est évident qu'elle serait reconstruite. On ne peut pas laisser une école pas reconstruite. Par contre, ça veut dire que les autres investissements qui étaient prévus par la commune ne se feraient pas.
Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon. Donc ici, voilà, Emmanuel, ce qu'on pouvait dire sur ce climat ici, avec ces nouvelles scènes de violence déroulées le week-end dernier. La situation ici semble revenir à la normale, même si des renforts de police continuent de patrouiller un petit peu partout dans la ville. Et ici, on sent quand même que tout le monde s'observe un petit peu. On espère, bien sûr, que la situation ne va pas se dégrader à nouveau. Merci Timothée Delem, merci à Camille Jaïr pour les images. C'est la fête du cinéma depuis dimanche, ça dure jusqu'à ce soir. Je vous propose de regarder la bande-annonce de cette fameuse fête du cinéma et puis on se retrouve ensuite avec Olivier Delcroix. Il est journaliste au Figaro, au service culture et il suit justement le cinéma. Durant toutes ces années, je leur ai fait confiance. Ariane de Montclair, vous avez trahi votre rang. Dépouillez-la de ses titres. Arrêtez! Et bannissez-la. À jamais. L'heure de ma vengeance avait sonné. Henri de Beaumont, je suis venu reprendre ce qui m'appartient. Allez, vas-y, meuf, c'est le moment de le mettre en PLS, là. C'est qui, eux, là? Bah, nous, on est les spectateurs. La bande-annonce? Moi, je suis plus dedans, là. Oh non, mais moi, c'est fini, là. T'es dit, arrête de parler pendant les scènes. Ah, excuse, madame. Oui, excuse. Eh oh, on a des comptes à régler, là. Désolé, continuez. Allez, attrape. Mais non. T'es mon frère, c'est une dinguerie. Oh, regarde. Vos émotions sur grand écran avec la fête du cinéma. Du 29 juin au 2 juillet, 5 € la séance. La fête du cinéma, ça a donc démarré dimanche, ça dure encore aujourd'hui, c'est jusqu'à ce soir. Un rendez-vous. Bonjour Olivier Delcroix. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau en direct. Un rendez-vous, la fête du cinéma qui est devenue incontournable. C'est une fête qui fête sa 40e édition. Oui, effectivement, oui. C'est 4 décennies que l'on fête et que l'on célèbre cette année. Et en réalité, c'est l'occasion pour les spectateurs français de redécouvrir, de rattraper le train en marche en fait, et de pouvoir revoir des films, ou en tout cas découvrir des films qu'ils n'ont pas eu le temps de voir parce que le prix est tellement attractif. Et puis voilà, c'est une sorte de petit rendez-vous juste à l'entrée de l'été. Oui, c'est un prix effectivement très attractif de 5 € la séance, hein, c'est ça? Exactement, oui. Donc effectivement, ce que je constate en fait, mais tout le monde l'a un petit peu découvert avec moi, c'est que les places de cinéma globalement s'étalent entre 7 et 12 €. Alors effectivement, quand on est dans une grande salle avec un écran, quand on regarde un film en IMAX, grand public, avec le son Dolby Surround, là ça peut arriver jusqu'à 20, parfois même 30, ça dépend des salles. C'est assez cher. Mais réellement, avec la climatisation, tout ce qu'on peut dire quand même, c'est que la fête du cinéma, c'est aussi la possibilité de prendre un grand bol d'air frais en pleine canicule. En pleine canicule. Alors justement, est-ce qu'on a une tendance là sur l'édition actuelle des chiffres déjà? Est-ce que ça a bien marché cette fête du cinéma? Alors je pense qu'elle a bien marché et effectivement on est aux alentours de 4,5 millions, un peu comme l'an dernier, mais c'est vrai que ce sont des chiffres un tout petit peu en deçà de l'an dernier. Ben oui, mais il faut se souvenir que l'an dernier il y avait le Comte de Monte Cristo. Il faut se souvenir que l'an dernier il y avait le film d'Artus, voilà, un petit truc en plus, et que tout le monde. Grosses locomotives. Des grosses locomotives du cinéma français en plus. Là, cette année, on aligne des locomotives qui sont moins percutantes, qui accrochent moins les Français. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de films qui ont été un peu décevants. Moi, en tant que critique, j'ai été très déçu par le film de Jean-Pascal Zadi, par exemple, le Grand Déplacement. Pas réussi ce film? On attendait quelque chose, une grande comédie à la française, assez rayonnante, assez marrante, et en fait le mélange des genres ne fonctionne pas. Alors bon voilà, c'est pour ça aussi je pense que les spectateurs ne sont pas au rendez-vous. Idem pour 13 jours, 13 nuits avec Roche Dizem. Il faut bien avouer que le film de Martin Bourboulon n'est pas à la hauteur des attentes. Voilà. Moi, je pensais que la fête du cinéma avait notamment fait un carton à cause de la canicule. On a entendu plein de gens se ruer justement dans les salles de cinéma pour trouver un petit peu de fraîcheur. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, ce qui est amusant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, on est en train de changer la donne. On avait une habitude en France, c'était de se dire que de toute façon, à partir du moment où il y a du soleil, les gens ne vont
vont pas au cinéma, ils désertent les salles obscures et préfèrent bagnauder à la terrasse des cafés ou à la plage ou je ne sais où, ou dans les musées, etc. Eh bien, c'est en train de changer. Les exploitants qui comptaient sur les jours de pluie se mettent maintenant à compter avec les jours de grand soleil, et c'est vrai que c'est nouveau, c'est une tendance nouvelle et qu'on marque vraiment d'un point évident, quoi. Ça y est, c'est en train de changer. Quand il y a du grand soleil, les gens se disent tiens, salle climatisée, tiens, cinéma, pourquoi pas? Et effectivement, j'ai entendu un certain nombre de personnes qui, dans des reportages, disaient ou déclaraient, effectivement, je suis resté pour cette séance-là, mais j'ai rajouté une autre séance après. Pour être au frais. Voilà. Donc, le plaisir de la salle obscure, ça garde encore tous ses atouts malgré la concurrence des plateformes et le côté regarder un film chez soi. Mais oui, parce qu'en fait, même j'ai vécu ça ce week-end avec mes enfants, en famille, on se rend bien compte que quand on est affalé sur son canapé à regarder un film, même si l'écran est formidable, on reste quand même chez nous et on n'a pas le petit frisson, voire le grand frisson de découvrir un film avec 450 personnes à côté de vous qui vivent à l'unisson le spectacle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme une communion, il y a quelque chose d'encore un peu sacré. On est le pays du cinéma, on est le pays de François Truffaut, on est le pays qui a mis en exergue la salle obscure. François Truffaut disait dans les 3 premiers rangs pour manger l'écran. Il y avait quelque chose de sacré et de cérémoniel dans le fait d'aller au cinéma. Et je pense qu'effectivement, en début d'été, on se rend bien compte que là, par exemple, l'offre, elle est plutôt anglo-saxonne. On voit bien, elle est anglo-saxonne pour, par exemple, le film F1 avec Brad Pitt. Et puis, elle est également américaine avec Elio, le nouveau Pixar, qui, là, par contre, est plus familial et réunit les enfants à partir de 5-6 ans, quoi. Alors, cette fête du cinéma, Olivier Delcroix, vous suivez le cinéma pour le Figaro dans les pages culture. C'est aussi l'occasion de faire un petit bilan à mi-parcours de l'année. On est dans un bon cru, là, l'année 2005. Je rappelle que l'année 2024 avait été extrêmement bonne pour le cinéma français. Ah, complètement. Bah oui, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Avec Monte Cristo. Avec Monte Cristo et Artus, il n'y a rien à faire. Là, cette année, on peut dire qu'il y a quand même quelques bons films qui sont sortis, notamment, par exemple, celui qui vient de sortir, La Rapace, que je trouve excellent. Ça fait partie de votre coup de cœur. Ah oui, non, mais moi j'aime beaucoup ce film, ça c'est vrai, j'ai beaucoup apprécié. Et on se rend compte que dans les 6 derniers mois qui nous ont précédés, le cinéma français a un petit peu peiné à retrouver la formule de l'an dernier. Parce que En Fanfare, par exemple, aussi était sorti à l'octobre dernier et nous avait enchanté. Donc voilà, on était sur une dynamique avec des nouveaux auteurs aussi qui arrivent, qui sortent de la FEMIS ou d'autres écoles de cinéma et qui, eux, au lieu de se focaliser sur des films un peu d'auteurs franco-parisiens avec des gens qui discutent dans des appartements haussmanniens. Des appartements haussmanniens. Voilà, en cassant des vases, en disant je ne t'aime pas et toi non plus et pourquoi. Non, là on est plutôt en train de revisiter la France périphérique. C'est vrai que c'est une tendance récente. Ah oui. Et en fait, elle vient de tous ces nouveaux réalisateurs français qui arrivent, qui montrent un peu leurs films à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes, qui confirment ensuite dans d'autres festivals et qui parfois ont la chance d'être sélectionnés à la Mostra de Venise, et puis qui progressivement, en réalité, imposent un nouveau cinéma qui visite et qui revisite la France. On avait, par exemple, ce film de Louise Courvoisier, là, qui était formidable, 20 dieux, que j'avais trouvé extraordinaire. Qui se passait dans le Jura, c'est une histoire autour du comté, du fromage. Voilà, comment un gamin qui se retrouve orphelin va se mettre à vouloir faire un concours, le concours du meilleur comté, et gagner de quoi vivre et surtout de réussir à mettre sa sœur de côté et à l'abri. Donc voilà, il y avait 20 dieux, mais il y en avait d'autres. Il y avait Le Royaume, par exemple, qui est un merveilleux, aussi. La Pampa, voilà, qui se passait à Angers, Le Royaume qui se passait en Corse, avec des acteurs non professionnels qu'on découvre et dont on se dit waouh, ils ont une force, une prégnance à l'écran qui est formidable.
Le spectateur français, il aime particulièrement la comédie ou il est ouvert à différents genres? C'est ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, le spectateur français est aussi surprenant que nous. Non, et surtout, il a une vraie curiosité. Ouais. On pourrait croire que, oui, il apprécie plus que tout les comédies populaires, hein, ce à quoi, c'est vrai... Je pense aux Tuches, qui est voilà, les Tuches, et puis plein d'autres films que Paris snob. Hein. Mais en réalité, quand un film est bien, quand un film est bon, qu'il soit anglais, italien, français, espagnol, américain ou nord-américain, sud-américain, enfin voilà, ou brésilien, il y va, il est au rendez-vous parce qu'il y a depuis les années 50-60 une éducation qui fait que voilà, les Français sont cinéphiles. Là encore, je citerai Truffaut qui disait chaque Français a deux métiers, le sien est critique de cinéma. Donc on est tous un petit peu des critiques de cinéma qui s'ignorent ou qui se révèlent et puis voilà, donc c'est logique. Et effectivement, en fonction des régions aussi, on s'aperçoit que tel film va plus marcher dans le sud-ouest qu'à Paris ou qu'en Bretagne, etc. Bon, mais c'est des particularités parfois régionales. C'est des particularités exactement qui sont régionales, mais qui font que malgré tout le cinéma voilà, est complètement intégré à la culture française. Qu'est-ce qu'on attend comme gros film à la rentrée, Olivier Delcroix? On a des beaux défis qui se présentent. Moi, j'en ai vu effectivement quelques-uns au Festival de Cannes, hein, notamment Valeurs sentimentales, qui est un film qui nous a totalement bouleversés, et ça c'est vrai que c'est un film que j'attends particulièrement. Après, ce qui est amusant, c'est de se dire que on va se délecter fin août d'aller dans plusieurs festivals qui vont être des indicateurs, que ce soit le Festival du film francophone d'Angoulême pour le cinéma français, une sorte de belvédère qui va nous offrir à peu près toute la production française de 2026. Angoulême, le Festival d'Angoulême au mois d'août, c'est l'occasion de faire d'avoir un panorama de ce qui va sortir. C'est le panorama à peu près exact de ce que la production cinématographique francophone va nous offrir en 2026. Donc voilà, il y a un certain nombre de films qu'on va voir et on sait qu'ils vont cartonner, c'est le banc d'essai en fait, et ça sera la même chose au plan international avec la Mostra de Venise, où là aussi c'est pareil, les exploitants, les cinéastes de tous bords se positionnent en fait pour lancer leurs films. C'est vraiment le banc d'essai international, et puis quelque part avec une arrière-pensée qui va être celle des Oscars pour les Américains. Et puis après vient un festival de cinéma américain qui a rayonné dans les années 80, qui est le festival de Deauville, et qui maintenant s'est recentré plutôt sur le cinéma indépendant américain, et qui donc devient un petit peu un cinéma de niche. Mais bon, le temps passe très vite en votre compagnie, Olivier Delcroix. Il nous reste une petite minute. Si on a du temps pour aller et profiter encore de cette fête du cinéma qui a lieu jusqu'à ce soir, quel film je vais voir moi cet après-midi, ce soir? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors moi, par exemple, on en a parlé, donc F1 avec Brad Pitt. F1, ah ouais, alors ça, il faut y aller, parce que là, vous vous accrochez. Alors, il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les sièges de cinéma, mais honnêtement, c'est un film très immersif, très réussi. Rapace aussi, avec Sami Bouajila et Mallory Vanek, qui est un excellent thriller. Donc ça, j'y vais pas les yeux fermés, mais les yeux grands ouverts. Voilà, okay. ça, il faut y aller vraiment. Puis la séquence finale est à couper le souffle. Elle est à la fois mise en scène et suspense. Et puis moi, je rajouterais un blockbuster qui se renouvelle, qui a su se dépoussiérer avec Scarlett Johansson. La belle Scarlett Johansson. Voilà, et qui vraiment est convaincante dans le film. C'est le nouveau Jurassic Park Renaissance, qui est, ma foi, réussi. Je m'attendais à l'enterrer gentiment. C'est le 7e film, et en fait, pas du tout. Et oui, ça fait 30 ans, puisque Steven Spielberg avait émerveillé le monde entier en 93 avec Jurassic Park, et ses dinosaures, etc. Et là, le cinéaste Gareth Edwards arrive à susciter à peu près les mêmes enthousiasmes et les mêmes peurs aussi, et les mêmes peurs, mais je vous rassure, l'émerveillement est là, mais les frayeurs sont là aussi, les frissons sont garantis, et voilà. Et puis Scarlett Johansson nous sert de guide, et c'est pas plus mal. Et puis il y a aussi une dernière petite comédie, Avignon, là vous recommandez? Ah oui, Avignon, aussi c'est sympa. Oui, ça c'est très sympathique, et on peut y aller en famille, c'est très très bien. C'est toujours le même système de l'imposteur amoureux, ça se passe au Festival d'Avignon, voilà, on rit beaucoup, et c'est très bien. On rit beaucoup, il faut y aller. Merci Olivier Delcroix d'être venu en direct
direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. On vous lit bien sûr dans les pages culture du Figaro et puis sur le site du Figaro FR. Point de Vue, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Timothée Delem à la présentation de l'émission. Bonne journée en compagnie du Figaro et à très bientôt.